vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Utilisez-vous ChatGPT, Gemini ou un autre outil conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle? Chez les 18-65 ans, 2 travailleurs sur 3 l'utilisent une fois par semaine ou plus, contre une travailleuse sur 2. Les jeunes femmes l'utilisent un peu plus, mais les jeunes hommes restent loin devant avec 71% d'utilisation. Nous avions parlé à cette émission des biais et des discriminations de l'intelligence artificielle envers les femmes. Elle reste associée souvent aux mots famille, enfant, maison, alors que c'est plutôt carrière, salaire et entreprise pour les hommes. Des experts prédisent que 90% des emplois seront touchés par l'IA générative d'ici 10 ans. 8 travailleuses sur 10 occupent actuellement des postes exposés à l'automatisation par l'IA. Elles risquent donc d'être potentiellement remplacées par des personnes à l'aise à manier ces outils technologiques, et donc par des hommes. Le Conseil québécois du statut de la femme publiait en 2023 un avis sur les risques de reproduction des inégalités entre les femmes et les hommes par ces systèmes d'intelligence artificielle. Les femmes gagneraient donc à apprivoiser, à utiliser et travailler pour l'IA en commençant par utiliser ChatGPT. Quelle est la place des femmes dans l'écosystème de l'IA au Québec? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous nous intéressons à la place des femmes dans l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle. J'en parle avec Anne Nguyen, directrice principale responsable de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec. Bonjour. Merci de me recevoir, Isabelle. Je suis aussi en compagnie de Lise Langlois, professeure titulaire au département des relations industrielles de l'Université Laval et directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, de l'IA donc, et du numérique, l'OBVIA. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter ce matin. C'est un plaisir. À l'heure où ChatGPT s'impose dans tous nos téléphones et envahit encore, bien que discrètement, notre sphère de travail, nous voulions mieux connaître la familiarité des femmes avec ces outils conversationnels d'intelligence artificielle. Des experts nous annoncent que le monde du travail sera bouleversé par l'IA et donc importe que les travailleuses s'approprient ces outils et rehaussent leurs compétences dans ce domaine. Pour commencer, Madame Nguyen, quelle est la place des femmes dans l'écosystème de l'IA au Québec? Oui, c'est une vraiment très bonne question. Donc, les femmes, en ce moment, représentent environ 22% de la main-d'œuvre mondiale en intelligence artificielle, avec une proportion assez faible dans les rôles plus techniques. Quand je parle de rôle technique, je parle de développement de logiciels qui est environ 6%, ou la recherche qui est seulement 12% depuis plusieurs années. Donc, on sent que la présence des femmes depuis certaines années a augmenté, mais tout d'un coup atteint un certain plateau. Donc, on a quand même une sous-représentation importante des femmes dans le monde de l'IA. Oui, ça c'est 22%, c'est au Québec? 22%, c'est au niveau mondial. Et au Puis Québec? en recherche, au Québec, les proportions sont assez similaires. D'accord, entendu. Professeur Langlois, quelle est donc la place des femmes en IA? Est-ce qu'on les voit pas beaucoup? Est-ce que elles sont invisibles? Il faut peut-être justement faire la différence entre chercheuses, dirigeantes, cadres, etc. Oui, si on regarde par exemple les résultats à l'échelle internationale, au niveau des emplois, moi je vais m'attarder plus aux emplois, Oui. les femmes on dit que dans une dernière étude, là, l'UNESCO dit que les femmes occupent 24% des emplois dans le secteur du numérique et 22% des emplois professionnels dans le domaine de l'IA. Et ce qu'on voit par contre qui demeure encore en 2024, en cas, du moins, 2025, on va avoir les derniers résultats, c'est que les hommes occupent davantage les postes professionnels de haut niveau en apprentissage automatique et en ingénierie. Donc, on voit que ces éléments-là sont encore plus forts chez les hommes comparativement aux femmes.
on voit aussi que dans l'ensemble, les statistiques sur les femmes dans la main-d'œuvre de l'IA sont un petit peu plus sombres. Et là, je me base ici sur un rapport du Forum économique mondial où on dit que la représentation des femmes dans l'IA n'est que de 30% dans le domaine professionnel. Et que souvent, on retrouve les femmes dans des positions plus subalternes comme la préparation, l'exploration des données, etc. Puis, au niveau académique, on a encore très peu de femmes. On n'a pas atteint la parité dans les départements et dans les facultés. Mais il faut savoir que, là, je vais parler plus au Québec, que ça se travaille avec des politiques d'équité qui fait en sorte qu'on embauche de plus en plus de femmes en sciences et génie. Madame Nguyen, est-ce que l'IA est plus accueillante qu'avant pour les femmes du côté des emplois et peut-être des usages? Mais je pense que l'IA, où elle vient aider, c'est dans tout le discours de l'équité, diversité et inclusion. Mais si je me permets un petit peu dans l'histoire, c'est historiquement, les femmes étaient vraiment bien représentées dans les métiers informatiques jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 80, pourquoi? Parce que c'était des travails très clérical, c'est de la saisie de données massives, par exemple, c'est reconstituer des bases de données. Mais tout d'un coup, leurs présences ont été diminuées avec la montée du prestige du secteur informatique et l'apparition de certains stéréotypes genrés ici, que certains métiers étaient faits un peu plus pour le genre masculin. Et tout d'un coup, on avance dans l'histoire et on arrive dans les années 2000 où tout d'un coup, les gens se disent avec le numérique, c'est important d'avoir ce regard-là sur l'équité, diversité et inclusion au niveau du développement. Donc, il y a des politiques qui ont été mises en place, comme Lise l'a mentionné, pour aider à la parité des emplois, mais on n'en est pas tout à fait là. Pourquoi l'intelligence artificielle, je dis que ça l'aide, l'équité, diversité et inclusion, que j'ai appelé EDI pour la suite, c'est que les gens se sont rendus compte que les résultats qui viennent de l'IA générative, qui peuvent venir, par exemple, d'une requête de ChatGPT, amènent certains biais. Si les femmes ne sont pas partie du développement, il faut avoir ce regard-là dès le départ dans le développement pour que ces biais-là n'apparaissent pas dans les résultats. Donc, est-ce que c'est plus attrayant aujourd'hui? Oui, parce que les gens ont de plus en plus conscience qu'il y a des conséquences et des enjeux sociétaux qui peuvent venir avec la non-inclusion des femmes dans le processus de développement. Oui, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'usage. Il y a des études qui montrent que les femmes utilisent moins le ChatGPT que les hommes. En fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, les femmes, comme l'IA vient avec la promesse et les capacités d'automatisation, de création, et l'impact sur l'emploi au féminin est beaucoup plus grand. Parce qu'on a beaucoup été mis dans le passé sur des emplois pour nos compétences interpersonnelles. Donc, on a eu des postes de secrétariat, d'accueil, marketing, communication. Et ce sont tous des domaines où l'IA peut venir aider pour les tâches répétitives et des tâches cléricales. Oui. Donc, les femmes ont été très souvent moins attirées par l'utilisation de ces outils-là parce que ce sont des tâches qui sont directement liées à leur emploi actuel. Oui. Professeur Langlois, quels sont les usages de l'IA générative en général, bon, ChatGPT aussi, là, mais par les femmes? Comment elles les utilisent? Quand vous avez mentionné justement qu'il y avait des études justement qui démontraient, par exemple, que ChatGPT serait plus utilisé par les hommes que par les femmes, là, il y a aussi cette question-là de genre, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que il y a aussi des secteurs ou des disciplines qui ont une sensibilité éthique plus grande face aux impacts et aux risques. Par exemple, sciences humaines et sociales et médecine versus informatique et génie. Oui. Donc, on voit effectivement dans ces programmes-là une sensibilisation plus forte. Donc, du même coup, moi, comme étudiante, je constate qu'il y a une sensibilité éthique plus forte dans ces disciplines-là face aux usages et aux impacts sociétaux. Et dans d'autres disciplines, si je prends sciences et génie,
parfois, il y a des études qui soulignent le fait qu'il y a un techno-optimisme qui est beaucoup plus fort chez les étudiants en technologie, qui voient, par exemple, les prouesses, les performances technologiques par exemple, dans ce qu'ils essaient de mettre en place, soit par design ou par outil. Donc, sont peut-être plus à risque de rester dans un enfermement de techno-optimisme. Donc, je vois là aussi une question de sensibilité éthique via les programmes de formation dans certaines disciplines qui peuvent aider. Puis aussi, j'aimerais ça faire un pas en arrière. Quand on regarde les ordres, la construction des ordres professionnels au Québec, là, je parle principalement au Québec, qui est arrivé dans les années 73, la création des ordres professionnels en sciences et génie, par exemple, il n'y avait pas de place. À l'époque, on ne parlait pas de l'éthique comme telle. On parlait plus de protection du public. Et avec le temps, on a vu une conscientisation plus forte au regard des impacts sur l'environnement. Donc, ce que je vois, c'est qu'avec le temps, il y a eu des sensibilisations qui ont été faites via la protection du public, c'est-à-dire la sécurité, qui est devenue une norme importante dans ces programmes-là. Puis ensuite, via l'environnement, puis la sensibilisation à l'éthique même, celle qui soulève les enjeux, les risques, etc., comme étant une compétence importante, elle est apparue beaucoup plus tard au sein de l'ordre professionnel des ingénieurs, par exemple, puis aussi dans les programmes de formation. Plus près de moi, par exemple, dans les années 2010-2015, avec un collègue, on a énormément incité la faculté de sciences et génie pour intégrer des cours en éthique qui étaient souvent optionnels et qui étaient souvent considérés par les étudiants comme un cours, entre guillemets, facile pour avoir une bonne note, pour remonter la moyenne. Et là, on voit que depuis 2018, avec la sensibilisation via des chartes d'éthique en IA, cette sensibilisation est devenue beaucoup plus importante. Puis là, maintenant, quand on regarde dans nos universités québécoises, il y a des cours de plus en plus offerts en éthique de l'IA. Donc, il m'apparaît qu'il y a une question de sensibilité éthique face à ces dimensions-là qui, progressivement dans le temps, est en train d'avoir son empreinte, si on veut. Plus féminine, finalement, c'est ça? C'est ça, dans les programmes, qui fait que peut-être qu'on va voir dans, je sais pas, d'ici 5 ans, 10 ans maximum, un revirement de situation, puis aussi le fait que on promouvoit de plus en plus un design inclusif dans la conception et toutes les questions de pied. Je m'attends à ce qu'il y ait ces changements-là. Du moins, dans l'environnement québécois, je peux dire qu'il y a une sensibilité très forte sur le plan académique, puis pas juste universitaire, au niveau collégial, qui va probablement changer la donne. Puis l'autre aspect qui m'est apparu aussi important dans l'étude que vous soulevez, moi je parle surtout de celle danoise, l'étude de danoise de 2024, là, qui montre qu'il y a des différences de genre. Si on pense, par exemple, aux tests internationaux comme PISA sur les compétences en lecture, compréhension de langage, etc., on voit que les femmes performent plus. Et moi, la question que je me posais, c'est quand on utilise, par exemple, ChatGPT, où supposément les hommes ont une utilisation et un usage plus fort, de quel usage fait-on de cet outil-là? Est-ce que c'est pour améliorer un texte? Est-ce que c'est pour faire des recherches, etc.? Moi, ça me questionne. Du moins, on n'en parle pas dans les études, les usages comme tels qu'on en fait de cette utilisation-là. Et si c'est un usage de prothèse pour l'écriture, etc. Oui, mais là, c'est ça. Alors, on peut comprendre que peut-être les femmes utilisent moins, étant donné que depuis le primaire et le secondaire, les femmes ont toujours montré un écart significatif important dans ce type de compétences-là de littérature. C'est intéressant, oui. Vous
êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Nguyen, pouvez-vous nous parler des biais véhiculés par ces outils là, propulsés par l'IA comme ChatGPT? Oui, tout à fait. Mais juste avant, si je peux me permettre de rebondir sur un des propos de lui que je trouvais vraiment intéressant sur les femmes et la perception du fait que les femmes ont toujours exprimé une plus grande inquiétude sur la surdépendance des technologies. Puis ça fait vraiment partie de l'historique de l'adoption du numérique par les femmes. Puis cette surdépendance-là vient aussi avec ce souci, cet état-là de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, sur les générations à venir. Donc, ce livre mentionne sur les cours en éthique, sur l'ouverture vers les connaissances en lien responsable de devenir un pilier vraiment intéressant dans l'adoption de l'IA. C'est une fois que les femmes auront compris que ces études-là et la disponibilité des ressources et des solutions seront mis à disposition. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau propos de la part de lui. Puis aussi, l'accès à la connaissance pour les hommes était beaucoup plus nombreux dans les secteurs technologiques. Donc, on peut avoir accès à des connaissances précoces à l'utilisation de l'IA générative. Puis ça explique aussi pourquoi il y a cet écart d'utilisation. Donc, je vais rebondir sur ces propos que je trouvais. Ce qui nous amène aux biais véhiculés par ces outils. Oui, effectivement. Puis au niveau des biais véhiculés, c'est qu'il faut comprendre que l'IA, la source première duquel elle se nourrit, ce sont les données. Et à travers les données, on a beaucoup de données historiques. Et si on ne comprend pas le contexte contemporain, c'est possible qu'on utilise des résultats qui viennent exaspérer les différents combats qu'on a menés jusqu'à ce jour pour avoir une parité d'emploi, par exemple, pour faire diminuer certains billets. Et l'exemple que je viens de donner, c'est dans le passé, à une certaine époque, il y avait les hommes qui avaient accès aux prêts au niveau des banques. Donc, ce sont eux, avec les emplois, dans les années 30, qui pouvaient, des années 30 jusqu'aux années 90, qui avaient accès à de nombreux prêts à des niveaux très diversifiés, mais pas les femmes. Donc, si on prend uniquement les données historiques, c'est possible que lorsqu'on monte l'algorithme, on vient ne pas prendre en considération la modernité du contexte, c'est-à-dire que dès les jours, les femmes ont accès à des prêts aux banques. Donc, c'est pour ça que c'est important d'asseoir une équipe multidisciplinaire, une équipe qui comprend aussi la réalité des femmes pour spécifier les résultats qui peuvent décider de ces différents algorithmes-là, qui pourraient donner des résultats pour prendre des décisions, par exemple, pour donner des prêts à une personne qui viendrait approcher une banque pour pouvoir démarrer son entreprise, par exemple. Donc ça, c'est un type de biais qui est extrêmement courant parce que ça vient de données historiques. Oui. Puis, il y a des biais qui peuvent être financés ici. Donc, malgré l'époque qu'on est, il y a certains algorithmes c'est passé que si on creuse assez, on peut mettre une équation. L'équation peut être aussi simple que un croissant moins du beurre égale baguette. Donc là, ça semble une équation assez cocasse. Oui. Et si on pousse plus loin, on peut demander à certaines IA génératives de dire un président moins homme plus femme égale quoi? Et l'IA générative va répondre première dame. Ah. C'est curieux. Oui, c'est donc, le biais est assez clair, mais c'est un biais silencieux qui réside en dessous de toute la donnée laquelle on oublie. Un autre exemple, c'est un docteur moins homme plus femme égale infirmière. Ah oui. Je comprends un peu mieux là où vous voulez en venir dans ces biais-là. Il y a des choses qui subsistent. Justement, parlons un petit peu d'emploi. Des experts prédisent que 90% des emplois seront touchés par l'IA générative d'ici 10 ans. Ça concerne 8 travailleuses sur 10. Elles sont plus exposées à l'automatisation par l'IA et pourraient plus facilement être remplacées, pas par la machine, mais par des collègues masculins plus à l'aise finalement. Professeur Langlois, quels sont les impacts de l'IA sur les travailleuses? Il y a beaucoup, plusieurs. ouais.
Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Ça va être difficile de cerner. Mais de ces outils-là, de ChatGPT, de ces outils conversationnels, est-ce qu'on les connaît déjà? Oui. Alors, on voit que de plus en plus, les outils ou les systèmes d'IA sont utilisés dans des contextes publics et privés. Ça, c'est évident. Puis, je veux juste faire un petit pas en arrière avant de répondre à cette question-là, parce qu'on a parlé des biais et on n'a pas réglé la situation. Et à mon avis, ce sur quoi il faut s'attarder, c'est la neutralité des systèmes d'IA. Parce que pour moi, c'est comme l'élément qui est en amont des biais. Et ça représente un enjeu majeur. Puis là, comme on voit que de plus en plus de ces systèmes-là sont introduits dans les organisations publiques et privées, ben ce qui m'interroge, c'est la reproduction des structures de pouvoir puis des idéologies dominantes dans ces systèmes. Alors là, on parle de plus en plus en recherche qu'on peut voir une forme de colonialisme dans les données et ou le fait qu'on continue à perpétuer un modèle dominant qui est plus nord-américain. Alors, pour moi, la question de neutralité supposée des systèmes d'IA, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui disent qu'on devrait prendre des décisions avec les systèmes automatisés parce qu'on est exempt de discrimination, etc., et de biais, ce qui est faux, puis les études qu'Anne a souligné, les éléments qu'Anne a soulignés, puis les études mentionnent ça, mais c'est toute la question de neutralité qui n'est pas réglée, qui devrait vraiment faire partie, si on veut, des discussions, du moins avant d'adopter et d'intégrer et de déployer un système d'IA dans une organisation. Parce que si on externalise un processus de décision via un système, bien, il faut, à mon avis, définir clairement les paramètres de la décision, d'éliminer en principe les préjugés humains. Et ça m'apparaît important parce que il faut s'attarder justement à des éléments qui me semblent importants, comme les paramètres de la décision, d'éliminer les principes au niveau des préjugés qu'on peut retrouver dans les préjugés humains, là, puis la nature opaque aussi qui est sous-entendue derrière ces systèmes-là, puis qui sont, à mon avis, en contradiction avec nos exigences démocratiques. Là, ça, il y a une étude qui a souligné cet aspect-là de façon plus importante, l'étude de McClure-Écossette de 2023. Puis concernant les emplois, bien, c'est sûr que les organisations du travail et les différentes associations professionnelles s'interrogent sur ces éléments-là parce qu'ils voient un peu les impacts, mais en même temps, les limites comme les biais puis la fausse neutralité des systèmes et ça inquiète par exemple les associations professionnelles ou les associations syndicales. Alors il faut savoir qu'au Québec, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites au sein de ces associations-là et à mon avis, je pense qu'il faut leur faire une place beaucoup plus grande dans les débats lorsqu'on intègre les systèmes, parce qu'ils ont aussi mené des études auprès de leurs membres. Ils ont aussi en main souvent des données importantes au niveau des compétences, des référentiels de compétences, parce qu'ils ont participé justement à définir des contrats de travail, etc. Alors, ils sont en mesure de voir quelles sont les compétences à protéger, puis celles qui sont en transformation. Alors, pour moi, l'élément le plus important, c'est d'avoir une place, de faire une place lorsqu'on instaure ces outils-là, puis de pas penser que c'est banal d'automatiser un service, parce que souvent on automatise un service, puis là, bien, on a toute la question de perte d'emploi ou relocalisation de l'employé. Et ces éléments-là doivent faire office de discussion en amont
à mon avis, si on veut une meilleure acceptabilité sociale. Oui, entendu. Le Conseil québécois du statut de la femme a publié un avis sur les risques de reproduction des inégalités entre les femmes et les hommes par les systèmes d'intelligence artificielle. Il y a eu des recommandations qui proposaient d'instaurer un encadrement législatif et réglementaire respectueux du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore des pistes pour une participation accrue des femmes au développement de l'IA. Quelles seraient les pistes de solutions, Madame Nguyen, que vous voyez pour terminer? Oui, mais la beauté d'être en 2025, c'est que les emplois en leadership féminin sont en croissance, et ce présent-là va vraiment énormément aider à l'inclusion de la genre féminine dans le développement et des équipes multidisciplinaires autour de l'intelligence artificielle dans toute sa chaîne de production. Que ce soit de la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation, jusqu'aux emplois un peu plus techniques. Donc moi, de façon très simple, moi, je dis pas arrêter d'engager uniquement les femmes pour leurs compétences interpersonnelles, parce qu'on a des compétences techniques vraiment importantes qui peuvent venir aider la société à mieux faire acquérir tous les avantages de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative. C'est parce que les emplois féminins historiques qui sont menacés, c'est les volets plus traditionnels comme le secrétariat. C'est environ 70% des postes en secrétariat de nos jours sont occupés par des femmes, et c'est très susceptible d'être automatisé. La même chose qu'au niveau des ressources humaines avec les prix de candidature, la gestion de la performance qui réduit le besoin d'intervention humaine. La même chose avec le service à la clientèle. Donc, tous ces emplois-là qui viennent diminuer la présence des femmes, qui peuvent se sentir menacées aussi de perte d'emploi, c'est peut-être une opportunité de revaloriser ces différentes compétences en compétences techniques et en compétences d'expertise. Donc, faire la place aux femmes dans les équipes multidisciplinaires, dans les équipes techniques, va devenir extrêmement important. Et je pense que c'est la clé pour qu'on puisse faire de l'intelligence artificielle qui est inclusive, qui est aussi diverse et qui répond aux besoins de la société. Merci beaucoup. On était en compagnie de Lise Langlois, professeure titulaire au département des relations industrielles de l'Université Laval et directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Et on était aussi en compagnie d'Anne Nguyen, directrice principale responsable de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec. Merci à toutes les deux. Merci encore, Isabelle, de l'invitation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Roubacher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous, et vous pouvez suivre aussi notre page Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science